Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais parler des attaques adversariales. Donc c'est un sujet qui commence un petit peu à se développer depuis maintenant 2-3 ans. Alors tout d'abord, je vais commencer ma présentation par finalement vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un modèle de machine learning, de deep learning. Donc j'imagine que certains d'entre vous connaissent déjà. Je vais quand même en parler un petit peu pour la suite, pour ensuite parler de l'attaque adversariale et montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, on commence par les use cases assez classiques, que tout le monde en parle. On a les assistants virtuels, la voiture autonome, la traduction. Alors, ces trois systèmes, finalement, vont agir sur différents types de données. On va avoir le son, avec les assistants virtuels, l'image, avec les voitures autonomes, et la traduction. À chaque fois qu'un de ces systèmes récupère finalement une entrée, il va agir en conséquence. Alors maintenant, si on regroupe ça et qu'on crée finalement une black box générique qu'on va appeler IA, on a en entrée du texte, du son et de l'image. On va avoir une black box et ensuite on a la réponse attendue. Donc la réponse attendue, c'est finalement ce que le système d'intelligence artificielle est supposé faire. Alors maintenant, si on ouvre cette boîte, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On se retrouve avec une dizaine de millions de valeurs, de chiffres. C'est finalement ce qu'on appelle le modèle de machine learning, le modèle d'intelligence artificielle, et c'est le résultat de l'apprentissage de l'intelligence artificielle. Alors ces chiffres, ils sont utilisés d'une certaine façon, et il n'y a rien qui est magique, hein. C'est assez simple à comprendre. Finalement, c'est une fonction mathématique. Fonction mathématique qui est parfois un peu complexe, mais finalement c'est une fonction mathématique qui va prendre une entrée. Donc là finalement j'ai représenté une fonction mathématique toute simple qu'on a vue au collège et au lycée, y égale ax plus b, avec du coup le x qui va correspondre à l'entrée et le y qui va correspondre finalement au résultat de cette fonction. D'accord? Ici on va avoir a et b qui vont être des paramètres, les paramètres de cette fonction. Alors maintenant, il faut imaginer que dans un système d'intelligence artificielle, on a une fonction mathématique qui est quasiment comme ça, avec non pas 2 paramètres, mais des dizaines de millions de paramètres. Et finalement, lorsqu'on va retranscrire le texte, le son et l'image sous un format numérique, donc par exemple sous un format informatique comme donc pour l'image des pixels qui ont une valeur, et ben on va donner ces pixels à la fonction, il va y avoir un gros calcul qui va être réalisé, et la fonction va donner un résultat qui sera le résultat qu'on cherche à obtenir. Du coup, finalement, l'apprentissage de l'intelligence artificielle, ce n'est tout simplement que trouver les dizaines de millions de paramètres de cette fonction. Et pour trouver finalement ces dizaines de millions de paramètres, ben c'est ça qu'on va coder. Et on va donner au système un dataset gigantesque, donc par exemple d'images avec du coup les labels correspondants, pour qu'il trouve les paramètres optimaux au mapping finalement de l'entrée et la sortie. C'est aussi simple que ça. Et finalement cet apprentissage-là, ça va être trouver les paramètres correspondants de la fonction qu'on cherche à obtenir. Donc c'est pas forcément un apprentissage tel qu'on l'entend, nous, en tant qu'humains, où on prend un bouquin, on va étudier, on va essayer de comprendre. Là, finalement, l'apprentissage, c'est finalement trouver les bons paramètres d'une fonction qui va réaliser un mapping entre une entrée et une sortie. Il faut savoir que ce mapping, il est un peu stupide. C'est-à-dire qu'il va dépendre complètement du dataset qu'on lui donne. Si on lui donne un dataset qui va correspondre à la réalité, typiquement des images de panda associées en fait au mot panda, et bah du coup la fonction va apprendre ce mapping. Mais si on lui donne un dataset qui va être complètement erroné, avec par exemple des images de girafes qui vont être mappées à un camion, et bah cet algorithme d'apprentissage va réaliser ce mapping là également. Donc, il ne va pas chercher à comprendre ce que c'est qu'un panda ou un camion, il va simplement prendre finalement les valeurs des pixels de l'image, va trouver les paramètres pour réaliser ce mapping.
Donc là, j'ai une petite vidéo illustrative de ce que c'est qu'un système de reconnaissance d'image. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissent ce genre de système. Ce qu'il faut savoir, c'est que on va avoir un certain niveau de confiance en fait dans le système. Le système ne donne pas quelque chose qui va forcément être binaire, c'est-à-dire c'est un panda, c'est une girafe, c'est un camion à travers une image, mais il va plutôt donner une probabilité de je pense que c'est ça, et du coup va donner un certain niveau de confiance en fait dans le résultat qu'il donne. Finalement, ce que fait la fonction, c'est qu'elle va transformer l'input pour l'envoyer finalement dans un espace en très haute dimension, et en fait va tracer une frontière de décision entre les différentes images. Alors maintenant, je vais vous présenter la façon dont on peut attaquer l'IA. Alors, il existe plusieurs techniques. Et les différentes techniques se reposent en fait sur tout simplement où est-ce que l'attaquant veut se placer. Donc l'attaquant peut tout simplement hacker le système informatique qui détient l'IA. Donc par exemple, imaginons qu'on a un système de reconnaissance d'image qui est du coup exécuté sur un ordinateur. L'attaquant peut s'infiltrer dans cet ordinateur-là et attaquer le modèle d'une certaine façon à travers l'ordinateur dans lequel il s'est infiltré. Donc pour ça, il va modifier finalement l'input, donc l'image en question, et il peut modifier les pixels. Donc on verra tout à l'heure les attaques en fait par perturbation. On a déjà vu une slide en fait là-dessus tout à l'heure. Sinon il y a des attaques, ce que j'appelle in real life en fait, c'est par exemple si un système de reconnaissance, un système d'intelligence artificielle capte finalement un input à travers une caméra ou un micro, on ne peut pas modifier l'input de la même façon. On ne peut pas modifier la lumière, les faisceaux lumineux que la caméra va capter de la même façon, on va modifier finalement les pixels d'une image. Donc les attaques vont être différentes. Alors là c'est tout simplement, donc la slide on l'a vu déjà tout à l'heure. Promis, j'ai pas copié. Là, on peut construire de façon extrêmement spécifique une perturbation qu'on voit au milieu, de telle sorte à ce que si on la rajoute à l'image de panda ici, eh ben, la perturbation est imperceptible à l'œil nu, mais va tromper le système de reconnaissance d'image. Alors, il faut savoir que cette perturbation, alors déjà de 1, elle est très facile à construire. Ça prend 1/10 de seconde, donc c'est pas long, c'est pas coûteux. Et en plus de ça, si je veux, à la place que l'image adversariale soit reconnue comme un gibbon, je veux que ce soit par exemple reconnu comme un camion ou reconnu comme une banane, et ben je peux construire une perturbation de cette façon-là. En tant qu'attaquant, je peux choisir le label que la fonction finalement mathématique va sortir, tout en étant imperceptible à l'œil nu. Donc ça, bien évidemment, c'est quand on attaque finalement le système par attaque informatique, dans le sens où on va modifier directement les pixels. On ne peut pas faire la même chose si on est à l'extérieur du système et le système, par exemple, utilise une caméra. Alors, par exemple, pour les voitures autonomes, typiquement, ben on peut construire des perturbations qui sont certes plus visibles à l'œil nu, mais qui ne sont pas forcément reconnaissables comme des perturbations malveillantes, en fait. Là, finalement, ces deux perturbations, là, ici, en premier, on a un tag sur un panneau stop. En deuxième, on a des scotch de deux couleurs différentes, blanc et noir. Et ben, ces deux panneaux stop vont être reconnus par un système de reconnaissance d'image potentiellement dans une voiture autonome comme des panneaux de limitation de vitesse. Donc là, la voiture ne s'arrête pas. Ici, des chercheurs se sont amusés à prendre un objet de la vie réelle, donc la tortue qu'on voit en haut, l'utiliser du coup sur un système de reconnaissance d'image. Donc le système
le système à ce niveau-là reconnaît bien que c'est une tortue. De la même façon ici, il reconnaît que c'est une batte de baseball. Et du coup, des chercheurs se sont amusés à reproduire en fait, ces objets-là en les imprimant en 3D, mais de façon spécifique, avec des perturbations adversariales qui sont invisibles à l'œil nu, pour que le système, finalement, ne reconnaisse plus du tout cet objet comme une tortue, mais comme un fusil. Donc finalement là, on n'a plus dans la perturbation où on modifie simplement les pixels. Là, on peut générer des perturbations sur du coup des objets de la vie courante, comme des panneaux de signalisation du code de la route. Puis là, tout à l'heure sur les panneaux, les perturbations, vous pouvez les voir. On peut potentiellement imaginer des perturbations qui seraient suffisamment petites pour qu'on ne puisse pas les voir. Et là, du coup, dans ce cas-là, la tortue qu'ils ont imprimée en 3D ne correspond plus finalement à la tortue qui est reconnue par le système d'intelligence artificielle. Alors là, du coup, j'ai présenté des exemples beaucoup sur la reconnaissance d'image. Il faut savoir que c'est également possible sur du son. Et à nouveau, on a deux types d'attaques. On a les attaques où on va modifier un son. On va modifier finalement les fréquences, donc le son qui va être reconstruit d'une certaine façon d'un point de vue informatique. On peut injecter du coup une perturbation. Ou alors on peut également créer un son qui va ressembler à rien du tout pour l'homme, une sorte de bruit incompréhensible, mais qui sera compréhensible par un système comme Google Assistant. Donc, je vais vous faire écouter une musique. Cette musique, quand on l'injecte, quand on l'upload en fait sur un système de speech to text, donc speech to text c'est un système où on a un enregistrement d'une personne qui parle et le système est capable de retranscrire, d'écrire ce que la personne dit. Un système connu qui s'appelle Mozilla Deep Speech. Quand on upload cette musique dans Mozilla Deep Speech, on obtient Speech can be embedded in music. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, la perturbation est complètement indétectable. Et bien évidemment, dans cette musique, il n'y a pas de parole. Pour autant, le système reconnaît cette musique comme quelqu'un qui dit « Speech can be embedded in music ». Dans le deuxième exemple, on a un son qui va vous paraître incompréhensible. Et finalement, l'appareil, téléphone, agit en fonction. Donc quand on réécoute le son plusieurs fois, on peut se rendre compte à peu près qu'il y a quelque chose qui se dit. Mais la première fois qu'on l'entend, on ne capte pas beaucoup et potentiellement, on peut ne pas forcément se rendre compte. Il faut savoir que par exemple, si on a un enregistrement comme ça chez nous, qui a été infiltré de façon malveillante, qui réveille Alexa pour dire commande un Mac sur Amazon, on ne va pas s'en rendre compte du premier coup et on ne saura pas forcément l'arrêter. Alors, est-ce qu'on peut créer de l'IA robuste? Donc ça c'est une grande question, c'est une question qui est ouverte. Il y a un énorme domaine de recherche du coup qui s'est créé depuis 2-3 ans là-dessus. Il existe plein de techniques différentes qui plus ou moins apportent une certaine défense. Certains chercheurs se sont amusés à démonter les défenses une par une en disant cette défense ça marche pas, cette défense ça marche pas, cette défense ça marche pas. Tout de même, il existe deux défenses qui sont plutôt efficaces. Une, ça s'appelle l'entraînement adversarial. Et ça consiste à entraîner un modèle avec des perturbations, avec des images perturbées, avec des inputs qui vont être perturbés eux-mêmes. Alors, bien sûr, ça crée une sorte de boucle, hein, parce que finalement, toutes les attaques qui existent vont potentiellement être contrées par un entraînement adversarial qui aura utilisé finalement
ces attaques-là pour se défendre, mais finalement toutes les nouvelles attaques qui vont exister seront à nouveau efficaces contre des modèles d'intelligence artificielle qui seront entraînés avec ce type de technique. En deuxième lieu, une technique qui est un peu plus générique finalement, qu'on appelle l'entraînement aléatoire. Donc j'ai pas mal bossé là-dessus ces derniers mois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va entraîner un modèle de machine learning en injectant du bruit, en injectant de la randomisation, de l'aléatoire, pour finalement brouiller un peu le modèle et rendre la tâche plus difficile lors de l'entraînement. En faisant ça, finalement, on rend la généralisation du modèle un peu meilleure et on rend le modèle prêt finalement à être utilisé avec des perturbations. Finalement, le modèle va s'habituer à avoir des perturbations dans son input et du coup va tout de même sortir finalement la réponse qu'on souhaite. Alors finalement, ces deux techniques, qu'est-ce que ça fait comment se l'imager? En fait, tout simplement, il faut imaginer qu'on a un espace en grande dimension. Ce que les modèles de machine learning font, c'est définir finalement définir une frontière de décision entre les différentes images. Donc ils vont projeter les images ou leur input en fait dans un espace qui va potentiellement être séparable. Les perturbations, elles, finalement c'est la plus petite perturbation qu'on va pouvoir trouver qui va faire en sorte que l'image passe de l'autre côté de cette frontière. Du coup, la perturbation est petite, donc invisible pour l'homme, mais pour le modèle, finalement, elle passe derrière la frontière, donc le modèle se trompe. Ce que les techniques dont je vous ai parlé tout à l'heure font, finalement, c'est qu'elles vont maximiser la marge entre les exemples et la frontière de décision. Et en maximisant cette marge-là, finalement, on permet à ce que le modèle soit plus robuste aux perturbations, et du coup, l'attaquant qui veut attaquer un modèle comme ça va devoir générer une perturbation beaucoup plus importante pour pouvoir tromper le modèle. Et du coup, une perturbation plus importante signifie potentiellement que cette perturbation sera visible à l'œil nu, et du coup, le modèle en question sera plus sécurisé parce que si l'humain peut se rendre compte qu'il est attaqué, à ce moment-là, il peut faire des choses en conséquence.